bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. C'est Solidaire d'abord, cette émission différente et pas pareille, dans une radio qui est déjà différente et pas pareille. Alors forcément, on en rajoute. Alors aujourd'hui, on va vous parler du 1er mai avec des syndicalistes de choc. Hein. Pour moi, vous êtes des syndicalistes de choc. Donc j'ai la chance d'avoir deux copains qui sont venus et qui vont parler du 1er mai. 1er mai, qu'est-ce que c'est alors? Est-ce que c'est une fête du printemps, c'est juste ça, ou est-ce que c'est autre chose? Michel? C'est un peu une fête du printemps déjà, au départ, normalement, le 1er mai, qu'on le veuille ou non. Ceci dit, nous, on n'est pas là pour parler des fleurs ni du printemps. Oui. Donc c'est une partie importante de l'histoire du mouvement ouvrier. C'est un élément important qui a toute une histoire très mouvementée, qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui. Avec des moments très forts. Hein, oui, et puis un bref rappel historique peut-être, un rappel historique important, c'est sans remonter à la Révolution française ou même avant. Parlons de 1884 aux USA. Les syndicats américains se sont donné 2 ans pour imposer au patronat la journée de 8 heures, c'est-à-dire 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de sommeil et 8 heures de loisirs. À l'époque, les ouvriers travaillaient 12 heures, 15 heures par jour et 6 jours durant et des fois 7 jours sur 7. Donc la question de la réduction du temps de travail était une question primordiale. Ils se sont donné 2 ans pour le préparer et le 1er mai 1886, 340 000 travailleurs étaient en grève dans le pays, ce qui était très important. Et la grève est largement suivie. Elle se poursuit dans certaines boîtes à Chicago, et notamment chez McCormick, où 3 grévistes de cette entreprise sont morts après une charge de la police. Et le lendemain a eu une journée de protestation et qui a été dispersée à Haymarket Square. Et il y avait environ à la fin de la manifestation 200 manifestants contre 200 policiers. À peu près, oui. C'est alors qu'une bombe qui a été déposée par, on la saura après, mais qui a été déposée par des provocateurs manipulés par la police, explose un peu en avance et il y a eu des morts du côté des policiers. Donc il y a un policier qui est mort. Ouais, il y a un policier qui est mort. Donc à la suite de cet attentat, des syndicalistes ont été arrêtés. 8 syndicalistes ont été arrêtés. Et au cours du procès, aucune preuve, toutes les preuves qui ont été amenées, c'était des faux criants qui ont été reconnus d'ailleurs par les autorités quelques années après. Et les militants syndicalistes, qui étaient aussi par ailleurs anarchistes, il y a eu 5 qui ont été condamnés à mort, 1 qui s'est suicidé en prison et 4 qui ont été pendus le 11 novembre 1887. Et cette journée est connue comme le Black Friday, et on appelle ça aussi les martyrs de Chicago. Et le mouvement ouvrier s'est servi. L'internationale socialiste, la deuxième internationale, quelques années plus tard, en 1889, en 1889, a décidé a proposé que le 1er mai soit une journée internationale de lutte du prolétariat pour la réduction du temps de travail, pour la journée des 8 heures. Quoi. Et donc, dans notre pays, il y a eu il y a une date importante en France, c'est en 1891, à Fourmies, à 5 heures, il y a comme partout en France ce jour-là, il y a eu des manifestations, et à 5 heures du matin à Fourmies, il y avait déjà des militants ouvriers qui étaient devant les boîtes pour distribuer des tracts et appeler leurs collègues à faire grève. C'est la suite, en fait, de ce qui s'est passé aux États-Unis qui se reproduit en France. Parce que le mouvement était devenu international. International. Pardon. Mais pour y préciser encore son caractère, quand il y a eu le procès, justement, de ces militants, il est intéressant de noter que ce que disait le procureur à l'époque, en 1886. Là, tu parles du moment où il y a, en 86, où ils passent en jugement, où ils sont condamnés. Et il dit la chose suivante. Ces 8 hommes ont été choisis parce qu'ils sont des meneurs. Ils ne sont pas plus coupables que les milliers de personnes qui les suivent. Messieurs le jury, condamnez ces hommes
Faites d'eux un exemple, faites-les pendre, et vous sauverez nos institutions et notre société. » Tout est dit là. Hein, et pour aller encore un peu plus loin, des invitations ont été lancées à tous les patrons américains pour qu'ils viennent assister à la pendaison. Ça montre à quel point et quelle est la nature de ce type de combat, qui est le combat de classe que nous vivons encore aujourd'hui. C'est un combat de classe. Et c'est un combat de classe donc qui maintenant a pratiquement 150 ans, enfin 135, 140, hein, parce que c'est là que les choses s'agrègent. Et après ce qui s'est passé aux USA, il y a ce que Daniel commençait à nous expliquer sur Fourmi. À Fourmi, à 9h du matin après les premiers rassemblements, la police arrête, un piquet de grève, arrête deux ouvriers qui sont emprisonnés, qui sont arrêtés, et après et il y a eu des manifestations, donc des gens sont regroupés, il y a eu des échauffourées, et il faut savoir aussi que la sous-préfecture avait prévu à l'avance les incidents, si elle ne les avait même pas provoqués, puisque déjà il y avait un régiment, le 140e régiment de Maubeuge qui était sur place, et tout de suite le sous-préfet a fait appel à un autre régiment, le 84e régiment d'infanterie. Oui, par rapport à ce que tu dis, ça veut dire aussi qu'ils avaient prévu, c'est-à-dire qu'ils savaient déjà avant qu'il allait se passer un 1er mai un peu fort à Fourmi, et ils voulaient empêcher que ça se passe. Et oui, et puis c'est les provocations policières qui ont fait que ça dégénère, parce que c'est des policiers qui sont allés arrêter des militants, alors que le droit de grève était reconnu, théoriquement, déjà depuis quelques années. Oui. Donc les policiers ont arrêté des militants ouvriers à un piquet de grève, quoi. C'est quelque chose qui, forcément, allait entraîner des réactions. Et d'ailleurs, le slogan du jour, c'était « C'est les 8 heures qu'il nous faut », il a été transformé « C'est nos frères qu'il nous faut maintenant », pour exiger leur libération. Donc en fin d'après-midi, il y avait 200 manifestants qui ont fait face à 30 soldats armés jusqu'aux dents, armés avec les fameux fusils Lebel qu'on retrouvera lors de la guerre de 14-18. Et la soldatesque a ouvert le feu sur la foule et a fait 9 morts. 9 morts, dont 4 enfants. Et 9 morts et 35 blessés. C'est dans la continuation de ce qu'on disait tout à l'heure, ce que Michel disait, ce qui s'est passé à Chicago, ce qui s'est passé partout dans le monde, quand il y a des manifestations ouvrières, les patrons ont peur, ils veulent absolument pas de changement, et ils sont prêts à massacrer pour garder leurs privilèges. Voilà. Alors c'est vrai que donc ce 1er mai, c'est un jour. Je commençais tout à l'heure en te posant la question en te disant c'est le jour du printemps, mais en fait ce que tu disais aussi, Daniel, à un moment, c'est que c'est un jour comptable, c'est-à-dire c'est le jour où on recommence à faire un contrat. Ah oui, ça c'est aux USA. Les contrats étaient de 1 an et ils partaient du 1er mai. C'est pour ça que les syndicats américains avaient décidé à partir du 1er mai, on va se battre pour imposer la journée de 8 heures. Ils n'ont pas choisi le 1er mai par hasard, quoi. Et donc, voilà. Comme c'est un mouvement internationaliste, la deuxième internationale, elle a repris la proposition des syndicats américains de 1884 pour faire du 1er mai, à demander à partir que le 1er mai soit une journée internationale de lutte des travailleurs et de solidarité des travailleurs. Alors, après ça, bon, il y a plein d'épisodes, hein, parce qu'il y a la première internationale, puis la deuxième, puis ensuite, bon, voilà, la troisième, etc. Et en fait, on se retrouve à un moment avec Pétain qui se retrouve aux affaires en France, hein, puisque le fascisme arrive et que Pétain se retrouve là. Et là, on parle aussi de concorde sociale à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est la concorde sociale de ce moment-là ? La concorde sociale, c'est l'association du capital et du travail. C'est-à-dire, c'est la tentative de faire en sorte que chacun reste à sa place et surtout n'embête pas le voisin. Donc, ça veut dire que l'ouvrier, il est ouvrier, il restera ouvrier, et puis, quelles que soient ses conditions. C'est l'application, d'ailleurs, de ce que l'on appelle, ça se demanderait un autre débat, la doctrine sociale de l'Église. C'est-à-dire que c'est, il y a des hiérarchies et il faut respecter ces hiérarchies, etc. La concorde sociale, c'est ça. Voilà. Alors, donc, avec Pétain... Pétain instaure cela le 24 avril 1941,
en instaurant le 1er mai comme fête du travail. Alors, fête du travail, c'est pas du tout fête du travailleur. Pas du tout. Ouais. Fête du travail et de la concorde sociale. Et il déclarera que ce sera un jour férié et chômé. Ouais. Et donc alors, à l'époque, l'églantine, c'était le symbole du 1er mai. L'églantine, c'était une fleur rouge, oui. Et c'est Pétain qui remplacera l'églantine par le 1er mai. C'est assez pour la petite histoire. Par le muguet. Par le muguet, oui. Et pour la petite histoire, malheureusement, le muguet... Enfin, malheureusement. Disons que l'églantine est une fleur sauvage, elle ne se cultive pas, alors que le 1er mai... le muguet, se cultive et... Le 1er mai depuis cette époque-là. Et c'est une affaire de gros sous, je pense, parce que là, qu'est-ce qui s'en vend ce jour-là, c'est assez clair. Bon, alors c'est vrai que après l'épisode malheureux de Pétain, on se retrouve en 46 où là, tu disais, bon, les choses se précipitent, 46-47, on se retrouve avec un jour vraiment chômé. Alors la loi du 26 avril 46 disparaît, fait du 1er mai un jour chômé et payé. Et là, en avril 47, le 1er mai est réinstallé comme jour chômé et payé. Et c'est inscrit dans le Code du travail. Voilà. Alors Michel, qu'est-ce que tu rajouterais là sur tout ça ? Disons qu'aujourd'hui, on est toujours sur cette législation-là, si on peut partir directement là-dessus. Le Code du travail, il précise les choses en disant dans les articles, alors vous pouvez le retrouver facilement, que le 1er mai est jour férié et chômé. C'est quelque chose de très important d'avoir ces mots. Et l'article qui suit, donc c'est l'article, le premier que j'ai lu, c'est le L 3133-4 du Code du travail, on est dans le cadre de la législation du travail. Donc le L 3133-5, lui, il dit... Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire. Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait du chômage. Cette indemnité est à la charge de l'employeur. Et le troisième article qui correspond à ça, c'est le L 3133-6 qui dit « Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l'employeur. » Voilà. Donc là, on est en train de rentrer aussi dans l'organisation du travail et en tout cas dans l'acceptation quelque part de cette mise en place du 1er mai. Voilà. Bon. Alors, c'est vrai que par rapport à ça, entre autres, tout à l'heure, Daniel, tu parlais du fait qu'en concret, toi, à la Poste, par exemple, ton vécu, là, quand tu nous parlais un petit peu de ça tout à l'heure quand on préparait. C'est un vécu relativement ancien, puisque ça fait déjà quelques années que je suis à la retraite. Mais parce qu'on était à 46. Quand je travaillais dans les centres de tri, on fonctionnait 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc effectivement, le 1er mai, il m'est arrivé de... Je travaillais en nuit, il m'est arrivé de travailler en nuit le 1er mai, quoi, oui. À ma connaissance, les services de jour ne travaillaient pas, ils étaient chômés, mais les services de nuit... Les services de nuit travaillaient, effectivement, pour pouvoir acheminer le courrier et distribuer le courrier le lendemain. Enfin, donc oui, il y a plein de secteurs où, de toute façon... Dans la santé... même si dans la loi, théoriquement, c'est chômé, il y a des secteurs, dans la santé, on épluchait tout à l'heure un petit peu les différents secteurs où ça pouvait se passer, dans les gens qui servent à manger, dans la restauration, dans les spectacles aussi, on peut peut-être avoir des choses comme ça. On peut avoir aussi, dans les transports en commun, des endroits où, évidemment... Et par contre, tu disais que la télé, quand tu étais jeune, le 1er mai, il n'y avait pas de télé. Ah ouais, c'était à l'époque de l'ORTF, alors. Ouais. Donc, oui, à l'époque, il n'y avait pas de... Il me semble que c'était... Et les transports en commun, moi, je bossais à Lyon, j'ai bossé longtemps à Lyon. À Lyon, le 1er mai, les transports en commun ne circulaient pas le 1er mai. Ouais. Il n'y avait pas de transport en commun. Alors sur le droit du travail, sur la façon dont l'année, parce que là maintenant on est aux 35 heures, alors on pourrait se dire on fout plus rien parce que c'est ce qu'on nous tense de ça. Bon alors vous travaillez plus quoi, en gros voilà. Mais justement ces 35 heures,
Michel, toi, tu expliquais que ces 35 heures, en fait, ils nous ont pas mené vraiment quelque chose de si agréable que ça, parce que, en fait, entre autres, ça annualise l'année travaillée. C'est l'annualisation du temps de travail, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire l'annualisation du temps de travail? C'est-à-dire qu'on va compter sur l'année la totalité des heures effectuées, et au-delà de ces heures effectuées, eh bien, on verra s'il y a des heures supplémentaires ou pas. Or, la base du calcul, c'est la semaine. C'est-à-dire que quand on dit 35 heures, ou comme on disait avant, 40 heures par semaine, c'est au-delà de 40 heures chaque semaine si on fait des heures supplémentaires. C'est-à-dire que si on avait une semaine, on travaillait 45 heures, on avait 5 heures supplémentaires. La semaine d'après, on faisait 35 heures seulement, mais on n'avait que 35 heures. Mais il y avait bien quand même les 5 heures de la semaine d'avant, en supplémentaire. Voilà. Donc l'annualisation permet de gommer tout cela. Alors effectivement, il ne faut pas non plus être trop négatif dans le sens des lois sur les 35 heures, dans la mesure où effectivement ça a permis à certains endroits de réduire le temps de travail. Sauf qu'il y a eu, dans le même temps, une augmentation de la productivité, c'est-à-dire que les gens ont plus travaillé. Ou entre guillemets, ils ont été obligatoirement plus performants au travail. C'est-à-dire qu'avec moins de temps de travail, eh bien, ils produisaient autant que ce qu'ils produisaient auparavant. Alors, avant l'élément. Oui. Tu veux dire? Oui, je voulais dire que par rapport à la réduction du temps de travail, on s'aperçoit que c'est le fil conducteur des revendications depuis que le 1er mai existe. De tout temps, le 1er mai, les travailleurs du monde entier se sont battus, bien sûr, pour leurs revendications, mais aussi pour la réduction du temps de travail, pour la journée de 8 heures. En 1936, il y a eu un grand 1er mai en France, puisque la CGT s'était réunifiée à peine 2 mois auparavant, en mars 1936. Donc il y a eu, je sais pas, 1 500 000 personnes dans les rues pour exiger la semaine de 40 heures. Et il y a eu après, tout le monde s'en rappelle, mais ce serait l'occasion d'une autre émission, les fameuses journées de grève générale de mai et juin 1936, quoi, qui ont imposé au gouvernement de Front Populaire la réduction du temps. Le Front Populaire était très gentil, mais si on le poussait pas, il l'aurait pas fait. Hein. En gros, c'est ça. Hein. Donc, il a fallu que les ouvriers soient très organisés pour leur rappeler qu'il y avait des choses à faire. Hein, c'est ça, en gros, ce que tu... Moi, je pense qu'en tant que syndicaliste, c'est les travailleurs organisés en luttant. C'est le seul moyen pour obtenir satisfaction, quel que soit le gouvernement en place. Et quand on a un gouvernement, entre guillemets, de gauche, eh ben, à mon avis, il est normal de pousser au cul, de faire grève pour les obliger à tenir leurs promesses. C'est ce qui devrait se faire en tout temps. Mais, tout ce qui a été obtenu ne l'a été que par la bataille. Voilà. On ne nous a jamais rien donné de façon gratuite. Et d'ailleurs... là, on parle du 1er mai, mais on va fêter cette année les 80 ans de la sécurité sociale. Hein. Après, on profite pour en parler un petit peu, parce que la sécurité sociale, qui est un acquis considérable pour l'ensemble des travailleurs de notre pays, elle est remise en cause déjà depuis de très nombreuses années, mais là, les choses s'accélèrent. C'est une remise en cause totale qui va arriver si on y prend garde, et c'est pas un acquis qui va rester comme ça de façon éternelle. C'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que les médias, en gros, d'une manière générale, on nous dit voilà, ça continue à fonctionner, y a pas, vous faites pas de soucis, ça marche. Mais il va y avoir un moment, il va y avoir un seuil. Il y aura un moment où justement ça ne marchera pas plus. Et déjà, il y a des choses qui ne marchent plus. Mais, disons que la bataille qui est menée aujourd'hui par les gouvernements, mais avec le patronat, c'est de mettre la main sur le pactole que représente l'argent qu'il y a dans la sécurité sociale. Et donc de remettre en cause tous ces droits. Le droit à la retraite, le droit à la santé, c'est une remise en cause permanente. On voit comment ils ont piqué le pognon de la retraite quelque part, pour faire que ce soit plus tout à fait des cotisations. Donc en fait maintenant c'est le budget du gouvernement. Donc voilà, mais on fait des mélanges de genres. C'est vrai, ça s'appelle la CSG. Ouais. La CSG qui a une tendance à faire basculer dans l'impôt ce qui était une cotisation sociale. Hein, sauf que bon, c'est quand même qu'une partie. Le reste, c'est quand même encore l'existence des cotisations sociales. Et c'est cette remise en cause. Et pour remettre en cause la sécurité sociale, eh bien, ils inventent un déficit. Alors, je vais être clair, il n'y a pas de déficit à la sécurité sociale. Hein, il y a simplement un pillage généralisé, organisé par les gouvernements successifs depuis pas mal d'années, qui représente des milliards par an, de cotisation, d'exonération de cotisation,
qui ne sont pas compensés, d'ailleurs, sans problème par le gouvernement. On y aurait simplement zéro exonération de cotisation, la sécurité sociale serait excédentaire, sans aucun problème. Donc il n'y a pas de déficit. Et pour schématiser, la sécurité sociale, c'est du salaire. Quand l'État et le gouvernement s'attaquent à la sécurité sociale, quand le patronat s'attaque à la sécurité sociale, il s'en prend à nos salaires. Il faut faire prendre conscience de cela aux salariés. C'est ça. La sécurité sociale, c'est du salaire différé. Et chaque fois qu'on attaque ce salaire différé, on s'en prend indirectement à notre salaire. Pas notre salaire net, mais c'est un salaire qui nous sert pour payer les retraites. C'est un salaire différé qui permet aussi, quand on est malade, de pouvoir être soigné et éventuellement de toucher aussi des indemnités maladie. Mais ça pourrait faire, ça a peut-être fait l'objet déjà d'une émission. C'est un autre débat parce qu'il va y avoir les 80 ans, c'est durant l'année. Voilà. Et pour revenir au 1er mai, le 1er mai, c'est la journée internationale de lutte des travailleurs aussi. C'est une journée internationale de solidarité. C'est pour ça que le 1er mai, ce 1er mai-là, entre autres, on soutenait le peuple palestinien, notamment sous les bombes à Gaza, les Ukrainiens aussi sous les bombes de Poutine, etc. Et partout dans le monde, là où la guerre couve ou est déclarée, c'est pour ça aussi que le 1er mai, c'est une bagarre internationale pour la paix. Parce que les premières victimes des conflits sont bien sûr les femmes et les enfants, mais ce sont aussi les travailleurs. Parce que les travailleurs, ce sont eux qui se trouvent sous les bombes. C'est eux qu'on envoie au charbon, c'est eux qu'on envoie dans les tranchées, c'est eux qu'on sollicite pour prendre les armes et puis aller défendre des intérêts qui ne sont pas les leurs. Journée de paix et de lutte contre le racisme, mais tu expliquais tout à l'heure, Michel, tu avais plein d'exemples qui nous venaient de Turquie ou d'Allemagne ou etc., où on voyait que, de toute façon, ce 1er mai, pour illustrer un petit peu plus encore l'histoire que nous a raconté Daniel sur Fourmi ou sur le Haymarket, là, partout dans le monde, on s'est retrouvé avec des gens qui ont été tués le 1er mai parce qu'ils étaient dans cette lutte internationale pour les droits. Oui, c'est ça. Là, les exemples tout simples qui viennent, c'est en Allemagne en 29, c'est 33 morts suite aux manifestations. En Turquie, en 77, c'est 37 morts, avec de nombreux blessés, etc., où les manifestations sont réprimées, et c'est aussi dans notre pays. Mais c'est vrai que ça montre que c'est effectivement... Le 1er mai, c'est l'unité mondiale de ce combat-là des travailleurs. Parce que à l'échelle de la planète, les travailleurs, quel que soit leur pays et leurs conditions, ils ont les mêmes intérêts. Les intérêts tout simples, de pouvoir vivre dignement et simplement. Ils ne demandent pas autre chose, mais sauf que ça leur est refusé partout de la même façon qu'ici c'est remis en cause. Voilà, c'est pour ça que, le fait que Daniel parle de paix aussi, c'est à la fois une lutte pour la paix, c'est pas les gens du peuple qui devraient aller se faire la guerre, allez-y, c'était la chanson, on se souvient de chansons qui nous ont dit ça, mais allez-y vous battre, vous, puisque vous avez envie, mais n'obligez pas les ouvriers, les gens du peuple à y aller, on n'en a pas besoin, quoi. Voilà. Alors, on a tout petit peu abordé la charte d'Amiens tout à l'heure quand on préparait l'émission. Est-ce que vous voulez en dire un petit mot ? La charte d'Amiens, c'est ce qui fonde le syndicalisme dans notre pays. C'est-à-dire, c'est le principe de base, c'est l'indépendance des syndicats vis-à-vis des partis, vis-à-vis des États, etc. Et qui syndiquent l'ensemble des salariés, quelles que soient leurs opinions philosophiques, politiques ou religieuses. C'est cette base-là de notre syndicalisme qui fait la différence avec les syndicalismes dans les autres pays où, en règle générale, les syndicats sont liés à des organisations politiques. Chez nous, l'histoire du mouvement ouvrier a fait que on est resté et on a acquis cette indépendance-là. Alors c'est pas toujours si simple que ça. Là, je le dis en théorie. Souvent, c'est un peu plus compliqué. Ça a été dans notre histoire un peu plus compliqué, même si les choses aujourd'hui ont tendance à revenir dans l'ordre. Il n'empêche que ça a permis, quelque part, aussi les divisions syndicales. Oui, voilà. parce qu'en fait, on remonte en 1791, par exemple, il y a la loi Le Chapelier qui interdit l'organisation des syndicats, en fait. Donc c'est pas... Les corporations. À l'époque, on ne parlait pas de syndicats. Voilà. On ne parlait pas de syndicats. Ça veut tout dire, c'est-à-dire que ne croyez pas que c'est gagné.
il faut se battre tous les jours pour continuer à préserver ça. Et moi, ce qui m'a motivé, entre autres, à participer à cette émission, c'est distribuer des tracts pour le 1er mai avec des gens qui vous disent « Mais qu'est-ce que c'est, au fait, le 1er mai ?» Alors, j'espère qu'on a un tout petit peu répondu. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier petit mot ? Non, sinon qu'il faut, et surtout dans les jeunes, il faut s'engager. Parce que tout seul, on gagne rien. C'est que quand on s'organise, que l'on arrive à obtenir des avancées sociales, des choses comme ça. Ouais. Se syndiquer, pour moi, est un acte naturel. On a une carte de sécurité sociale et on devrait avoir une carte syndicale en poche. Parce que seul, face à notre exploiteur, on ne peut rien. C'est uni qu'on peut obtenir satisfaction, qu'on peut gagner. Et qu'on peut aussi se défendre contre la répression. Donc, syndiquez-vous. C'est le conseil amical que je donne aux auditeurs de Fréquence 7. Tout à fait, de même. Bon, à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.